Bon, eh bien, rebonjour. Du coup, je vais vous parler de la méthodologie de Seine-et-Marne Environnement pour l'intégration des zones humides dans les documents d'urbanisme. Alors, tout à l'heure, je ne vous ai pas présenté Seine-et-Marne Environnement. Je pense que certains d'entre vous nous connaissent. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est l'agence du département sur toutes les thématiques environnementales. Et dans le cadre d'une mission qui nous a été confiée à la fois par le département, mais aussi par l'agence de l'eau Seine-Normandie, on a une mission spécifique aux zones humides. Alors, cette mission, elle se traduit notamment par des missions de sensibilisation, donc par des animations scolaires et grand public, par de l'accompagnement technique pour de l'acquisition, de la création, de la restauration de zones humides, et aussi par un accompagnement à l'élaboration des documents d'urbanisme. Donc, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, cet accompagnement en matière d'urbanisme, il se traduit notamment sur sollicitation de la part des services de l'État, donc la DDT, lors de l'élaboration ou de la révision d'un PLU, que ce soit un PLU communal ou un PLU intercommunal. Donc ça, on intervient en amont de la procédure, c'est-à-dire qu'on va réaliser un porté à connaissance pour donner à la commune toutes les informations nécessaires sur la thématique zone humide au tout début de l'élaboration du document d'urbanisme, ce qui est quand même plus facile pour mettre en place un document qui prend en compte cette thématique. Donc si on intervient en amont, après on a la chance le plus souvent d'intervenir aussi au moment de toutes les réunions de PLU organisées par la commune, comme ça a été le cas avec certains d'entre vous, et notamment la commune de Jausigny, que je remercie de nous avoir conviés aux différentes réunions. Soit on intervient en aval, c'est-à-dire que la commune a réalisé son PLU et on émet un avis sur le projet de PLU. Donc c'est le plus tôt on est associé, mieux c'est, parce que du coup des fois on retoque un petit peu la problématique zone humide dans les PLU, ce qui n'est pas agréable pour nous non plus. Alors, juste un petit point, mais je pense que vous y connaissez mieux que moi, sur la compatibilité des documents d'urbanisme. Donc, un PLU, c'est à l'échelle de la commune ou de l'interco. Il doit être compatible avec des documents, enfin, compatible ou prendre en compte des documents supracommunaux qui sont au-dessus de lui. Donc, quand il y a un SCOT, ce qui est le cas pour certaines communes de Marne-et-Gondoire, je crois qu'il y a quelques communes qui ne le sont pas. Donc quand il y a un SCOT, elle doit être compatible avec le SCOT, c'est-à-dire que les orientations du PLU ne doivent pas être en contradiction avec ceux du SCOT. Alors ce SCOT lui-même doit être compatible avec d'autres documents tels que le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, donc qui se fait à l'échelle du bassin Seine-Normandie, qui peut être aussi décliné sous forme d'un SAGE, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ce qui est le cas pour 3 communes de Marne-et-Gondoire, avec le SAGE de Lierre. Et ce SCOT doit aussi prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique dont il a été évoqué tout à l'heure. Donc ce schéma régional de cohérence écologique, c'est un document qui a été établi par la région qui définit effectivement l'ensemble des continuités écologiques qui sont à préserver ou à restaurer sur vos territoires. Donc en présence d'un SCOT, le PLU doit juste être compatible avec ce SCOT. S'il n'y a pas de SCOT, le PLU doit être compatible avec ces différents documents. Donc le SDAGE, le SAGE, le SRCE, mais il y a aussi plein d'autres documents qui doivent être pris en compte, tels que le SDRIF, le PPRI, enfin voilà, une multitude de documents supracommunaux que je n'ai pas cités ici, parce que je suis restée sur ceux qui étaient liés à la thématique zone humide. Alors au niveau de la méthodologie de Seine-et-Marne Environnement, elle se définit en 2 temps. La première, c'est l'identification des zones à enjeux humides. Et la deuxième, c'est un volet plus réglementaire. Une fois qu'on a défini quelle zone humide était intéressante à préserver sur le territoire, quelle réglementation on leur applique pour les préserver. Alors au niveau de l'identification des zones à enjeu, contrairement à la veine du Grand Boyeux, nous on ne va pas faire de terrain. Justement, on remercie les acteurs de terrain qui nous aident à contribuer à ces portées à connaissance. Mais on va se baser sur des études de référence qui ont déjà été réalisées, que je vais vous détailler par la suite. Donc la première, donc Marion vous en a parlé, c'est les enveloppes d'alerte de la DRIE, donc Direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement, qui a été réalisée en 2009, qui est basée sur des bilans d'études et compilations de données, qui a abouti à une cartographie qui est répartie en 5 classes, donc de 1 à 5. Alors, pour l'exemple, j'ai pris la commune de Lèche, pour laquelle on est intervenu, pour le coup, c'était en aval, donc on avait fait un avis sur le projet de PLU. Donc là, j'ai zoomé sur le marais de Lèche. Et donc, on voit au niveau des enveloppes de la DRIE, donc normalement en rouge, d'après la colonne de gauche, en rouge, c'est les zones humides qui ont été définies de façon certaine avec la méthodologie de l'arrêté du 24 juin 2008, modifiée.
En orange, c'est les zones dont le caractère humide ne présente pas de doute, mais dont la méthodologie diffère de celle de l'arrêté. Et en vert, notamment, ça va être toutes les zones potentiellement humides dont parlait Marion tout à l'heure. Donc on voit au niveau du marais de Lèche qu'on va avoir des zones dont le caractère humide est avéré, c'est les zones qui sont oranges, et d'autres zones potentiellement humides. On est quand même sur un marais, normalement on pourrait supposer que c'est humide, mais a priori, voilà, on a une zone qui est encore potentiellement humide. Donc cette cartographie, elle est essentielle puisque c'est cette cartographie sur laquelle les services de l'État, à la DTT, se basent pour tous les dossiers loi sur l'eau. Donc c'est la première carte qu'on va utiliser. On va utiliser aussi l'inventaire des zones humides qui a été réalisé par la Société nationale de protection de la nature, qui, pour le coup, est basé sur du travail de terrain. Alors, la SNPN intervient au niveau national, mais toute l'Île-de-France n'a pas encore été prospectée. Vous imaginez la surface de prospection à faire. Il faut savoir que la SNPN prospecte pour des zones humides, mais aussi pour toutes les mares qui font partie intégrante de ces milieux. Donc, la SNPN a réalisé une cartographie des zones humides et des mares en Île-de-France et notamment en Seine-et-Marne. Alors, je n'ai pas de cartographie pour le marais de Lèche parce que pour le coup, la SNPN n'est pas passée sur ce site. Mais voilà, du coup, c'est quand même une étude sur laquelle on se base puisque du coup, c'est du terrain. On se base aussi sur la trame humide de ECOMOS qui a été définie par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, qui est basée sur des interprétations d'images satellites et qui a abouti à une cartographie ou un 25 millième des milieux humides. Alors, il y a 146 postes de légende sur cet ECOMOS. Je ne vous les cite pas tous, je ne les connais pas tous d'ailleurs. Mais voici un exemple sur le marais de Lèche avec quelques zones humides. Donc sur la colonne de gauche, vous avez en haut tout ce qui est identifié en B quelque chose. Ça va être toutes les prairies humides qui vont être définies par différentes choses. On a les prairies propres et puis on va avoir des prairies qui vont aussi être avec arbres en forêt, puisque du coup, il faut savoir qu'une prairie qui n'est pas gérée, à terme, va se boiser au fur et à mesure. Donc on a aussi cette classification qui permet de savoir à quel stade en est la prairie humide. On va avoir aussi des forêts humides, des forêts marécageuses. On peut avoir des peupleraies, des mégaforbiaires, des roselières. Enfin, toutes les typologies de zones humides vont être définies par l'ECOMOS, ce qui nous permet d'avoir plus de connaissances sur la typologie de zones humides sur le site. Donc pour en revenir sur le marais de Lèche, on voit que tout le marais a été identifié par l'ECOMOS avec... alors là, je ne suis pas sûre que vous voyez très bien, mais on va avoir notamment des zones vertes qui vont être soit des forêts humides, soit des peupleraies. Et en bleu, on va avoir des zones de roselières ou de mégaforbières. On couple ces données avec les données phytosociologiques, donc c'est les cartographies de végétation du Conservatoire botanique national du bassin parisien, qui est basé principalement sur de la photo-interprétation et un petit peu de terrain, et qui a fait du coup des cartes de groupements de végétaux, dont certains donc, à caractère humide. Donc, je vous montre ce que ça donne sur le marais de Lèche. Donc, pareil, au niveau de la légende, je ne vous ai pas tout mis, parce qu'il y en a beaucoup, mais on voit que tout le marais de Lèche a été défini par le CBNBP avec une végétation, notamment à caractère humide. On a aussi des petites zones que là, vous devez voir un petit peu en blanche, ça fait comme des petits ronds verts. En fait, c'est des peupliers, ce qui identifie les zones de populiculture. Donc, on a toutes ces données, DRIE, SNPN, ECOMOS, CBNBP, qu'on couple aussi avec d'autres données quand elles sont disponibles. Alors, quand on a la chance d'avoir la veine du Grand Boyeux qui fait de l'inventaire terrain, on les sollicite bien sûr pour intégrer les informations aux portées à connaissance. On peut aussi avoir des inventaires de zones humides qui ont été réalisés par les SAGE, ce qui est le cas sur quelques communes de Marne et Gondoire. On va avoir aussi les données naturalistes qui sont enregistrées dans CETIA. Donc CETIA, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une base de données naturalistes auquel tout le monde peut participer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir y rentrer toutes les observations, que ce soit de la faune ou de la flore, et qui permettent d'enrichir les connaissances sur le terrain. Là, je vais citer mon directeur, M. Parizeau, je me permets. Par exemple, il y a quelques années, si vous vouliez savoir la présence du hérisson en Seine-et-Marne, il n'y avait pas d'informations. Donc les cartes laissaient supposer qu'il n'y avait pas de hérisson puisqu'on n'avait aucune localisation de hérisson en Seine-et-Marne. Depuis, chacun a enrichi la base de données. Maintenant, si on fait une carte du hérisson en Seine-et-Marne, du hérisson, il y en a partout. Malheureusement, la plupart du temps, on le voit quand il est écrasé au bord des routes. Mais c'est aussi une information
à noter, à prendre en compte. Sur CETIA, vous pouvez mettre plein de critères. Donc, il ne faut pas hésiter à rentrer ces informations, puisque ça permet d'enrichir les connaissances naturalistes sur votre territoire. Et puis, au moment de l'élaboration du PLU, on fait une extraction, vous avez déjà quelques données sur votre territoire. On va avoir aussi, en dernière donnée disponible, des données zones humides quand il y a des sites Natura 2000, qu'on peut aussi intégrer dans le porté à connaissance. Donc, à partir de toutes ces études, on fait une synthèse cartographique et on essaie de délimiter les zones qui présentent soit un critère avéré de présence de zones humides, soit un très fort potentiel. Marion vous montrait tout à l'heure la carte sur la Nice-sur-Marne avec des enveloppes d'alerte. Bien sûr, on ne demande pas à la commune de préserver l'ensemble des zones potentiellement humides. On essaie d'affiner au maximum le zonage. Donc voilà un petit peu pour identifier les secteurs à enjeu. Après, bien sûr, une fois qu'on a localisé ces secteurs, il faut leur appliquer une réglementation. Parce que dire, voilà, j'ai des zones humides, si dans le document d'urbanisme, on ne les préserve pas avec un règlement et un zonage, ça ne sert à rien. Donc nous, ce qu'on a proposé à Seine-et-Marne Environnement, donc depuis 2011, depuis le début de notre mission zone humide, c'est d'inscrire au plan de zonage ces zones humides avec un sous-indice ZH. Alors après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, N humide, N corridor écologique, enfin... La typologie n'a pas d'importance. L'idée, c'est de localiser ces zones humides au plan de zonage et de leur appliquer un règlement. Alors, j'ai mis règlement type NZH, puisque c'est celui qu'on propose, mais pareil, la typologie n'a pas grand sens. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on propose dans le règlement NZH? Alors, dans les types d'occupation et d'utilisation du sol, donc ce qui était anciennement l'article 1, des règlements de PLU qui ont été modifiés depuis le changement du code de l'urbanisme. On interdit de manière générale tous les travaux, toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tous les aménagements susceptibles de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides. Donc, ces travaux, concrètement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les affouillements, les exhaussements de sol, l'assèchement, le remblaiement, le comblement, les dépôts divers, la création de plans d'eau artificiels et l'imperméabilisation des sols. Concrètement, c'est ce qui est interdit par la réglementation IOTA, installation, ouvrage, travaux et aménagement des dossiers loi sur l'eau, qui réglemente la mise en eau, l'assèchement, l'exhaussement et l'affouillement. Alors pourquoi est-ce qu'on interdit tout ça? Parce que c'est les travaux qui vont détruire tout simplement la zone humide. Alors, une petite parenthèse qui n'est pas négligeable. Donc nous, on a proposé un zonage NZH, donc on localise les zones humides en situation naturelle. On peut aussi identifier les zones humides en milieu agricole. Alors, en milieu agricole, on a juste fait une différence entre si on est en milieu naturel et en milieu agricole. Ça va être notamment au niveau de l'assèchement. Puisqu'en milieu agricole, en fait, on préconise d'interdire tout nouveau système de drainage. Une zone humide qui a été drainée depuis 20 ans, l'idée, c'est, on est drainé, donc du coup, c'est je me suis perdue, de permettre le remplacement du drainage, puisque du coup, c'est une pression agricole, mais d'interdire tout nouveau système de drainage, ce qui permet de préserver, par exemple, une prairie qui n'était pâturée, qui n'était pas drainée, et si l'agriculteur veut la mettre en culture, du coup, il ne pourra pas la drainer de façon à la mettre en culture. Donc, c'est l'interdiction de tout nouveau système de drainage. Après, tout ce qui est affouillement, exhaussement, tout ça, on les interdit également. Alors bien sûr, on n'interdit pas tout non plus. Donc on autorise sous condition tout ce qui va être travaux de restauration de zones humides, puisque l'idée, c'est pas de tout interdire, mais on autorise, s'il y a un projet qui vise la reconquête de la fonction naturelle de zones humides, on peut permettre effectivement quelques travaux de restauration. Et puis, on autorise aussi du coup tout ce qui est aménagement léger qui peuvent être nécessaires à la gestion et l'ouverture au public. Puisque je vous disais tout à l'heure que les zones humides ont aussi un enjeu pédagogique. Notamment, ça peut être le cas sur des espaces naturels sensibles, qu'ils soient départementaux ou communaux. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre la création de chemins piétonnés à partir du moment où ils ne sont pas imperméables, la mise en place de petits observatoires, donc de façon à pouvoir ouvrir le milieu au public de façon pédagogique et puis aussi de façon sécuritaire pour le public. Alors dans l'aspect traitement environnemental et paysager, donc l'ancien article 13, on préconise d'interdire toute plantation d'espèces cataloguées invasives. Les espèces invasives, exotiques envahissantes, vont dégrader aussi les zones humides et vont avoir un impact fort sur ces milieux naturels.
Donc on préconise dans le PLU de les interdire, et à l'inverse, on propose de privilégier la plantation d'essences locales, et notamment par exemple pour les haies, d'avoir des haies d'essences locales diversifiées, plutôt que des haies de tuya qui participent peu, enfin d'ailleurs très peu, à la biodiversité. Voilà. Alors, on fournit bien sûr une liste d'espèces invasives et d'espèces locales pour aider le particulier ou l'aménageur à choisir les espèces qu'il peut ou ne pas planter. À savoir que ces recommandations, elles sont annotées pour l'ensemble de la commune. Ce n'est pas interdire les espèces invasives uniquement en zone humide, mais sur l'ensemble de la commune. Elles sont invasives, donc si vous en mettez dans un bout de jardin et que le jardin est en limite d'une zone humide, après ça va proliférer. Donc voilà, c'est une recommandation à l'échelle communale. Donc voilà un peu pour le règlement. Je vais revenir très rapidement sur 3 points particuliers. Le cas particulier des mares. Les mares contribuent pleinement à la trame bleue, puisque quand elles sont en réseau, elles vont faire comme des petits pas japonais, donc elles vont être essentielles pour le déplacement de certaines espèces. Par contre, au niveau de leur surface, c'est parfois très difficile de les localiser au plan de zonage avec vraiment un secteur NZH. Donc du coup, on propose de les localiser avec, au titre de l'article L151-23 du Code de l'urbanisme, avec une mention au plan de zonage qui est mare ou élément du paysage à préserver, milieu en eau. La mention est au libre choix de la commune, mais l'idée c'est de les localiser au plan de zonage et bien sûr de retranscrire dans le règlement que pour les mares ou éléments du paysage à préserver identifiés au plan de zonage, toute modification des lieux par comblement, drainage, etc. est interdite. Cet aspect réglementaire au sein du document écrit est essentiel. Il faut savoir qu'au plan de zonage, quand vous localisez un élément du paysage, en fait, la description est juste soumise à déclaration. Vous localisez une haie, par exemple, au plan de zonage en tant qu'élément du paysage. Si vous faites une déclaration en mairie, vous pouvez détruire la haie. Alors que si vous associez au règlement tout élément du paysage identifié au plan de zonage ne doit pas être détruit ou sous réserve de conditions sanitaires, par exemple quand c'est un arbre remarquable, avec nécessité de replanter, ça permet de préserver l'élément qui a été identifié. Donc voilà pour le cas particulier des mares. Après, on a aussi le cas particulier des peupleraies. Marion expliquait tout à l'heure qu'une peupleraie, ça laisse supposer effectivement la présence d'un milieu humide, mais voilà, ça dépend de l'entretien de la peupleraie. La plupart du temps, dans les PLU, on a les espaces boisés qui sont en espaces boisés classés, qui est une réglementation qui rend très difficile la restauration d'un milieu naturel, puisque du coup, on peut couper, mais on doit replanter. Par exemple, une peupleraie sur un marais, l'idée, ce serait de pouvoir couper la peupleraie pour restaurer le milieu en milieu ouvert, ce qui n'est pas permis par rapport à un classement EBC. Alors, c'est pour les peupleraies, mais ça peut être aussi pour des boisements jeunes qui ne présentent peu d'intérêt écologique et qu'on souhaiterait couper pour restaurer en milieu ouvert. Par exemple, une prairie humide qui se serait reboisée, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si on veut retrouver le milieu en milieu prairie humide, il faudrait qu'on puisse couper également. Donc voilà, on préconise de ne pas classer tous les boisements en EBC, mais de le faire en fonction de la caractéristique et notamment d'utiliser ce classement EBC pour les boisements anciens uniquement, sachant qu'on peut aussi classer les bois avec d'autres possibilités de classement. Un dernier cas particulier, donc je reviens sur le cas que vous a présenté Marion, sur les zones potentiellement humides. Quand vous allez définir votre plan local d'urbanisme, vous allez peut-être, alors le SDRIF dit qu'il faut densifier, donc essayer d'urbaniser plus au sein même de la zone déjà urbaine, mais il se peut que la pression d'urbanisation soit assez forte, notamment sur le territoire de Marne-et-Gondoire. On est quand même sur un milieu très urbanisé, donc du coup vous pouvez avoir la définition de zones à urbaniser. Ces zones à urbaniser, elles peuvent se faire en milieu agricole, mais elles peuvent aussi potentiellement se faire sur une enveloppe potentiellement humide. Du coup, ce qu'on préconise, c'est que s'il y a un projet de zone à urbaniser en zone potentiellement humide, c'est de faire la vérification sur le terrain au moment de la révision du PLU. Pourquoi profiter de la révision du PLU pour le faire? C'est-à-dire que si, là, en tant qu'élu, vous dites, j'ai une zone AU en zone potentiellement humide, c'est le pétitionnaire qui fera les vérifications. D'accord? Vous approuvez votre PLU, et puis au moment de construire, le pétitionnaire fait les études qui lui sont demandées par la réglementation loi sur l'eau, donc il fait l'étude, et puis la zone est réellement humide.
Les services de l'État disent politique éviter, réduire, compenser. On va essayer d'éviter, donc on ne va pas construire. Vous remettez en question tout le projet de développement de la commune. Et du coup, vous n'atteindrez pas forcément les objectifs qui sont demandés par le SRIF. Donc vous pouvez compromettre le projet d'évolution de la commune si le caractère humide est avéré. Donc l'idée, c'est de pouvoir essayer de faire la vérification au moment du PLU. En plus, là, pour le territoire de Marne-et-Gondoire, vous avez la chance d'avoir la Veine qui peut aussi faire des vérifications de temps à autre. Voilà, je vous remercie de votre attention.